Un soldat déployé en Afghanistan reçoit soudain un message urgent de sa famille. Lorsqu'il rentre secrètement chez lui, de grands cris et cris l'accueillent. Il entre et le vent gratte sans relâche les murs de toile de la caserne, remplissant la pièce des soupirs secs et agités de la nuit du désert d'Afghanistan. Quelque part au-delà du périmètre, un convoi lointain grommelait au-dessus des dunes, leurs phares minces et fantomatiques sous le ciel qui s'assombrissait. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le diesel et la toile usée ou une odeur qu'Harold Clark avait depuis longtemps acceptée comme l'essence de sa deuxième maison. Il était assis sur le lit étroit, ses larges épaules voûtées sous la faible lumière d'une ampoule suspendue, ses doigts calleux ajustant la photo soigneusement épinglée au-dessus de son lit. Les bords de l'image commençaient à s'enrouler, les couleurs autrefois vives se fondant dans un sépia fatigué. Le sourire de Brenda était figé au milieu d'un rire, sa main posée de manière protectrice sur la fine épaule d'Amy. Anna, à peine petite au moment où la photo a été prise, serrait un ours en peluche battu contre sa poitrine, ses cheveux noirs tombant sur un œil. Harold fixait l'image, laissant ses doigts effleurer le papier, comme si le contact pouvait d'une manière ou d'une autre combler les milliers de kilomètres qui les séparaient. La caserne était presque vide ce soir, la plupart des hommes soit en service, soit en train de profiter de précieuses heures de sommeil. Même le bourdonnement sourd habituel des conversations manquait, ne laissant que le cliquetis de la toile et le goutte-à-goutte constant d'un tuyau qui fuyait près du lavabo. Sa montre bipa doucement, c'est l'heure de l'appel vidéo. Harold rapprocha son ordinateur portable, le boîtier endommagé par des années de service, et déclencha la connexion. L'écran vacilla, tendu par la distance, avant de finalement se stabiliser dans la scène familière de son salon, chez lui. Brenda était là, assise avec raideur sur le canapé. Amy s'est perchée à côté d'elle, lui faisant un signe de la main avec enthousiasme, sa dent de devant manquante lui faisant un sourire en coin. « Salut papa !» Amy gazouilla, rebondissant légèrement. « Et, Peanut » dit Harold, le coin de sa bouche se soulevant. « Tu grandis à chaque fois que je te vois. » Brenda offrit un petit sourire, ses yeux assombris par quelque chose qu'Harold ne pouvait pas vraiment lire. « Dis bonjour, Anna » incita-t-elle, poussant la petite silhouette étroitement serrée contre son côté. Anna n'a pas fait signe. Elle n'a même pas levé les yeux. Son visage était à moitié caché contre le bras de Brenda. Et quand elle leva le regard, Harold le capta, une légère ombre, un bleu sur sa pommette, juste en dessous de la tempe. C'était faible, comme s'il était déjà en train de guérir, mais indubitable. « Et, petit pois » dit doucement Harold. « Qu'est-ce qui ne va pas, petite fille ? Tu te sens malade ?» Anna n'a pas répondu. Elle pressa seulement son visage plus profondément contre celui de sa mère. Brenda bougea, ajustant la position d'Anna sans croiser le regard d'Harold. « Elle va bien » dit-elle rapidement. « On lui a fait des injections hier. La fièvre la rend un peu collante. C'est tout. » Harold fronça les sourcils. « Tu es sûr que c'est tout ?» Elle détourne le regard. « C'est normal » insista Brenda en lissant les cheveux d'Anna. « Vous savez comment elle se comporte avec les vaccins ? Sensible. Elle retrouvera son état d'avant en un rien de temps. » Il y avait une tension dans la voix de Brenda qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Amy, inconsciente, s'est lancée dans une histoire décousue sur son test d'orthographe et le projet artistique de macaroni qu'elle préparait pour l'école. Harold se força à se concentrer, hochant la tête et souriant à tous les bons moments, mais ses yeux continuèrent à revenir vers Anna, qui resta silencieuse tout au long de l'appel. Au bout d'un moment, Brenda bougea à nouveau, son sourire tendu. « Nous devrions probablement te laisser te reposer, Harold. Tu as une patrouille tôt, n'est-ce pas ? » « Ouais » dit lentement Harold, « tôt. » Il regarda l'écran se figer pendant un moment. Le visage de Brenda cligna des yeux avant que la connexion ne devienne statique. L'écran de l'ordinateur portable devint noir, laissant Harold regarder son propre reflet. Il resta assis là pendant un long moment, la solitude plus lourde que d'habitude, la caserne autour de lui semblant plus grande, plus vide. Dehors, le vent se levait, faisant trembler les murs avec un bruit sec et creux qui lui rappelait des os qui s'entrechoquaient. La nuit était froide, même dans le désert. Harold sortit un cahier cabossé de son sac, feuilletant les croquis qu'Amy lui avait envoyés par courrier et les lettres à moitié terminées qu'il n'avait jamais envoyées. Il cliqua sur son stylo, le son aigu dans le silence, et commença à écrire. « Cher Amy et Anna », écrivit-il lentement, sa main ferme malgré l'oppression dans sa poitrine. « Tu manques à papa plus que tout. J'espère que tu es bon pour maman et que tu prends soin l'un de l'autre pendant mon absence.
Je compte les jours jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison et vous emmener tous les deux manger une glace, comme nous le faisions auparavant. Les mots semblaient mécaniques, lointains, comme s'il essayait de se convaincre autant qu'il essayait de les réconforter. Harold fit une pause, fixant la phrase à moitié terminée, le stylo lourd à la main. Une rafale de vent secoua de nouveau la toile et, quelque part, une légère odeur de fumée se répandit à travers les coutures. Il a fermé le cahier sans le signer. Il y avait des choses qu'un père devrait être capable de réparer, un genou écorché, un cauchemar, une bagarre entre sœurs. Mais en regardant ce petit visage tremblant ce soir, Harold s'était senti impuissant pour la première fois depuis longtemps. Quelque chose n'allait pas. Il l'avait vu, ressenti, et il ne pouvait rien faire à l'autre bout du monde. Soupirant lourdement, il se glissa dans le lit, les ressorts craquant sous son poids. Il regarda le plafond de toile sombre, le tissu légèrement courbé par le vent du désert, et essaya de vider son esprit. Mais l'image du visage meurtri et silencieux d'Anna flottait juste derrière ses yeux fermés, refusant de le laisser partir. Le soleil de fin d'après-midi étendait ses longs doigts sur les planchers de bois franc décolorés, la poussière tourbillonnant paresseusement dans la paisible brume dorée. Dehors, quelque part au-delà des haies bien taillées de leur quartier de banlieue, un chien aboyait et une tondeuse à gazon bourdonnait, son grondement lointain entrant et sortant comme un soupir fatigué. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était plus lourde, remplie du cliquetis d'une poêle sur la cuisinière et du léger bruit rythmique d'une cuillère en bois raclant contre une casserole. Brenda se tenait dans l'étroite cuisine, remuant une sauce qui commençait à coller au fond. Ses cheveux, une fois soigneusement épinglés, s'étaient détachés en mèches épuisées autour de son visage. La petite fenêtre au-dessus de l'évier laissait entrer un coin de soleil, vif et chaud contre le comptoir carrelé. Dans le salon, Amy et Anna jouaient ou du moins Amy jouait. Anna, plus petite et plus calme, suivit l'exemple de sa sœur du mieux qu'elle pouvait, traînant derrière elle avec une poupée battue serrée contre sa poitrine. Le tapis était jonché de crayons, de pièces de puzzle et des restes froissés d'une page de livre de coloriage qu'Amy avait abandonné à mi-chemin. « Attrape-le, Anna !» appela Amy, d'une voix haute et impatiente. Anna, serrant fermement la poupée, semblait incertaine. Amy tenait en équilibre l'une des assiettes en porcelaine de Brenda sur ses paumes, vacillant alors qu'elle essayait de la faire tourner comme un jouet. Anna secoua légèrement la tête, ses petits pieds reculant. « Ne sois pas un bébé », taquina Amy, inclinant dangereusement l'assiette alors qu'elle faisait quelques pas en courant. L'assiette a volé. Ce n'était pas gracieux. Il a coupé le bras du canapé, a tourné maladroitement dans les airs et s'est écrasé sur le sol avec un craquement aigu et fendu. Un silence irrégulier s'abattit sur la pièce, brisé seulement par le bruit frénétique des morceaux sur le bois dur. Pendant un instant, les deux filles se figèrent. Puis des pas, lourds, rapides, venant de la cuisine. Brenda apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rouge à cause de la chaleur du poêle, une fine ligne de colère lui serrant déjà la bouche. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix traversant le silence. Amy, sans perdre un instant, pointa un doigt tremblant vers Anna. « Elle l'a fait » a-t-elle déclaré. Anna l'a renversé. Anna, serrant plus fort sa poupée, leva les yeux avec de grands yeux perplexes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour protester, mais aucun son n'en sortit, seulement une respiration douce et tremblante. Le regard de Brenda s'est aiguisé. Elle n'a pas demandé de précision. Elle ne prêtait pas attention aux angles, aux distances, ni au tremblement des mains d'Anna. Espèce de petite chose maladroite, claqua Brenda, traversant la pièce en deux enjambées. Anna recula instinctivement, mais il n'y avait nulle part où fuir. Brenda l'attrapa par le bras pas brutalement, mais pas doucement non plus et, d'un mouvement rapide et mécanique, lui donna deux vives gifles à l'arrière des jambes. « Pas de dîner pour toi ce soir si tu ne peux pas te comporter, dit Brenda en serrant les dents. La poupée d'Anna glissa de ses doigts et heurta le sol avec un léger bruit sourd. Le sanglot qui s'échappa de la poitrine d'Anna était vif, plus de confusion que de douleur. C'était un son si petit qu'il semblait rétrécir son corps là où elle se tenait. Elle se pencha, ramassa sa poupée et enfouit son visage contre elle, comme si elle pouvait s'y cacher. Amy se tenait sur le côté, les bras croisés, les yeux passant de sa mère à sa sœur. Il y avait une lueur dans son expression et une émotion pas exactement un triomphe, mais une sorte de culpabilité lasse qu'elle ne savait pas encore comment nommer. Brenda, respirant lourdement, se retourna vers la cuisine sans autre mot. L'odeur de quelque chose de brûlé emplit l'air, mais elle ne sembla pas s'en rendre compte. Anna se laissa tomber sur le sol, assise les jambes croisées au milieu des éclats de l'assiette cassée.
Des larmes silencieuses traçaient des traces nettes sur ses joues sales. La soirée s'étira lentement dans la nuit. Le dîner fut servi et Amy mangea avec des bavardages animés, comblant le silence que Brenda ne prenait pas la peine de rompre. Anna restait assise tranquillement, fouillant dans sa nourriture, trop effrayée pour demander une autre portion, même lorsque son estomac se tordait de faim. Personne n'a encore mentionné l'assiette cassée. Le lendemain matin, la maison était toujours enveloppée d'un calme fragile. Brenda tendit à Anna son petit sac à dos usé à la porte sans un regard, son attention déjà sur la boîte à lunch brillante et les cheveux tressés d'Amy. Anna serra le sac contre sa poitrine, son pouce effilochait la bandoulière alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus. Lorsque les portes du bus scolaire se sont ouvertes avec un sifflement mécanique, Amy a grimpé les marches en bondissant, saluant ses amis. Anna monta plus prudemment, l'ourlet de son pull effleurant le bord crasseux des marches. À l'école, la journée se déroulait en longues périodes incolores. Anna faisait de son mieux pour se cacher aux abords de la classe, sa main ne se levant jamais lorsque le professeur posait des questions, sa voix jamais assez forte pour être portée. Cela n'avait pas d'importance. Personne ne l'a vraiment remarqué. À la récréation, elle se promenait près des balançoires, où les plus grands régnaient avec des rires bruyants et des mains négligentes. Quelqu'un lui arracha le ruban de ses cheveux alors qu'elle passait. Un autre enfant, qu'elle ne connaissait même pas, lui secoua l'oreille et rit lorsqu'elle grimaça. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas couru vers le professeur. Elle s'est simplement déplacée vers un autre coin du terrain de jeu, serrant ses bras autour d'elle, observant le flou des mouvements et des couleurs à une distance sûre. Elle ne manquait à personne. Plus tard dans l'après-midi, le bureau principal de l'école bourdonnait de voix basses et de sonneries stridentes occasionnelles du téléphone. Miss Carvey, la professeure principale d'Anna, était assise derrière son bureau, hésitant un instant avant de porter le combiné à son oreille. Elle a composé le numéro indiqué sous contact parental pour Anna. La ligne a cliqué, a sonné 2 fois, puis la voix de Brenda a répondu, distraite. « Bonjour, Madame Clark. »« Voici Miss Carvey, le professeur d'Anna, » dit doucement la femme. « Avez-vous un moment ?» Il y eut une pause, un bruissement de tissu, comme si Brenda passait le téléphone d'une épaule à l'autre. « Ouais, bien sûr. »« De quoi s'agit-il » Madame Carvey a choisi ses mots avec soin. « Je voulais juste faire le point. J'ai remarqué qu'Anna semble un peu renfermée ces derniers temps. Elle a tendance à rester en marge lors des activités de groupe, et aujourd'hui elle a un peu hésité. Il y a eu quelques incidents à la récréation, quelques taquineries de la part d'autres enfants. Rien de bien grave, mais j'ai pensé qu'il valait mieux le signaler. » À l'autre bout du fil, Brenda soupira, un son doux et impatient. « Les enfants resteront des enfants, » a-t-elle déclaré. Anna est sensible. Elle l'a toujours été. « Je comprends, » dit Miss Carvey, sa voix toujours gentille. Mais parfois, même des taquineries mineures peuvent s'accumuler et affecter la confiance d'un enfant. Cela pourrait l'aider s'il bénéficiait d'un soutien supplémentaire à la maison. Peut-être juste un peu plus d'encouragement. Le ton de Brenda s'est sensiblement refroidi. « Écoute, j'apprécie ton inquiétude, mais Anna va bien. Elle n'est pas en vert. Elle va s'endurcir. » Miss Carvey pinça les lèvres pendant un moment, puis dit doucement, « Très bien, Madame Clark. Merci pour votre temps. » L'appel s'est terminé par un bref au revoir. Lorsque la dernière cloche a sonné, Anna est montée seule dans le bus pour rentrer chez elle, assise sur l'avant-dernier siège près de la fenêtre. Elle appuya son front contre la vitre, regardant le monde défiler dans des couleurs tachées, son petit souffle embué de minuscules cercles sur la vitre. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, elle aperçut la silhouette de Brenda qui attendait au bout de l'allée, les bras croisés, le regard impatient même de loin. Anna se leva, rassemblant son sac, enjambant avec précaution une boîte de jus froissé que quelqu'un avait laissée dans l'allée. Elle ne s'est pas pressée. Il ne servait plus à rien de se presser. En descendant du bus, elle jeta un coup d'œil vers la cour de récréation, désormais vide et jonchée d'emballages de bonbons et de vestes oubliées. Une seule balançoire bougeait dans le vent, craquant doucement dans l'air frais. La maison se dressait devant elle comme un avertissement silencieux. Anna resserra sa prise sur son sac à dos et marcha lentement vers celui-ci, chaque pas plus lourd que le précédent, le poids de la journée appuyant plus fort sur ses petites épaules. La soirée s'approfondit lentement, la lumière du soleil s'écoulant du ciel jusqu'à ce que seul un bleu sombre macule les fenêtres. Dans la cuisine, l'odeur lourde du fromage fondant s'accrochait obstinément à l'air, épaisse et presque suffocante. Brenda bougeait avec une légèreté inhabituelle alors qu'elle remuait le pot de spaghettis,
ses lèvres courbées en quelque chose proche d'un sourire. Un spectacle rare de nos jours. Votre préféré, dit-elle joyeusement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule où Amy mettait la table avec un geste exagéré. Tu l'as bien mérité, ma chérie. Les hétéros méritent quelque chose de spécial. Amy rigola, tournoyant une fois au milieu de la cuisine avant de se laisser tomber sur sa chaise. Anna la suivait, plus silencieuse, plus petite en quelque sorte, comme si elle essayait d'occuper le moins de place possible. Brenda plaça le plat fumant au centre de la table avec un petit geste. Les nouilles brillaient sous une épaisse couche de fromage, à l'odeur piquante et lourde. Creusez, dit joyeusement Brenda, tendant une assiette pleine à Amy, qui ne perdit pas de temps à faire tournoyer les spaghettis autour de sa fourchette, portant une montagne de pâte trempée dans le fromage à sa bouche. Anna regarda sa propre assiette. Elle n'y a pas touché. Brenda le remarqua presque immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Anna bougea sur son siège, agrippant l'ourlet de son pull. Sa voix, quand elle se fit entendre, était à peine au-dessus d'un murmure. Je ne peux pas. Ça me rend malade. Le sourire de Brenda s'évapora, sa mâchoire se serra. C'est tout ce qu'il y a, dit-elle d'une voix plate. Si tu ne manges pas, tu as faim. Anna baissa à nouveau les yeux sur l'assiette, l'odeur lui faisant nouer l'estomac. Elle savait ce qui se passait lorsqu'elle mangeait du fromage. Elle savait aussi ce qui se passait lorsqu'elle refusait. Sa petite main trembla tandis qu'elle prenait sa fourchette. De l'autre côté de la table, Amy discutait de son projet scolaire, inconsciente ou faisant semblant de l'être. Brenda hocha distraitement la tête, les yeux rivés sur Anna, comme pour la mettre au défi de refuser. La première bouchée glissa à contre-cœur dans la gorge d'Anna, la chaleur grasse s'accrochant à sa langue. Son estomac se contracta presque immédiatement, mais elle se força à mâcher, à avaler, à sourire faiblement lorsque Brenda regardait dans sa direction. Elle mangea encore 3 bouchées avant de ne plus pouvoir se forcer. Elle posa sa fourchette, les mains moites de sueur. Personne ne la remarquait. Personne ne s'en souciait. Les heures s'éternisaient. Amy termina son repas en rebondissant de la table avec un petit bourdonnement satisfait. Brenda rassembla les assiettes sans commentaire, ses mouvements vifs et efficaces. Anna glissa de sa chaise et se recroquevilla sur le canapé, la tête penchée dans le coin, les bras serrés autour de ses genoux. La première vague de nausée a frappé avant même que la vaisselle ne soit sèche. Elle essayait de se taire, de ne pas gémir lorsque sa peau se développait en plaques brûlantes et démangeantes, ou lorsque sa gorge commençait à se fermer lentement, comme si une main invisible s'enroulait autour de son cou. Brenda était assise sur le fauteuil inclinable, parcourant son téléphone, son visage éclairé par la lueur fantomatique de l'écran. « Maman » murmura Anna d'une voix rauque. « Maman, ça fait mal. » Brenda n'a pas levé les yeux. « Tu vas bien si tu vas au lit maintenant. » Anna glissa du canapé, ses genoux légèrement pliés, et se dirigea vers les escaliers. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, sa respiration était superficielle et sifflante. Au moment où elle atteignit le palier, ses jambes lâchèrent complètement et elle s'effondra sur le sol avec un bruit doux et brisé. C'est Amy qui l'a trouvée. « Maman !» La voix d'Amy traversa l'air, haute et aiguë. « Maman, quelque chose ne va pas avec Anna. » Brenda soupira lourdement, comme si on lui demandait de déplacer des montagnes. Elle se releva lentement, l'irritation gravée dans chaque ligne de son corps. Mais quand elle vit la petite forme d'Anna étalée sur le tapis, vit la violente éruption rouge qui s'épanouissait sur ses bras et son cou, son expression changea finalement en non pas de panique, pas de peur, mais de froid calcul. Une minute plus tard, la voiture dévalait la rue calme. Anna était regroupée sur la banquette arrière, la tête appuyée faiblement contre la fenêtre. La ville défilait dans le flou aux devantures de magasins sombres, feux de circulation clignotant, silhouettes occasionnelles penchées dans la nuit. À l'hôpital, les lumières d'urgence bourdonnaient au-dessus de nous, projetant de longues ombres fatiguées sur le trottoir craquelé. Brenda tira Anna de la voiture sans tendresse et la transporta dans la salle d'attente éclairée par des néons, où parents fatigués et enfants malades s'affalaient sur des chaises cabossées. Elle n'a pas bercé Anna. Elle ne prononça pas de douces paroles rassurantes dans ses cheveux. Elle se contentait d'avancer d'un pas régulier, ses bras serrés avec raideur autour du poids mou de sa fille, comme si elle portait un lourd paquet qu'elle avait hâte de poser. Les portes automatiques se refermèrent en sifflant derrière eux. À l'intérieur, sous le bourdonnement indifférent des lumières de l'hôpital, Anna disparut entre les mains d'étrangers. La lumière du matin était faible, et elle avait du mal à percer les nuages épais qui tombaient bas au-dessus des toits.
Les rues brillaient après une nuit de pluie légère et quelques flaques d'eau solitaire s'accrochaient obstinément au bord du trottoir. Un journal cabossé flottait le long du trottoir, attrapé et relâché par la brise apathique. À l'intérieur de la maison Clark, l'air était occupé et raréfié, chargé de cette excitation agitée qui n'appartenait qu'à Amy. Elle courut de pièce en pièce, son rire aigu et insistant, tandis que Brenda rassemblait les sacs près de la porte avec un air de détachement efficace. « Dépêche-toi, Amy, appela Brenda par-dessus son épaule. Nous ne voulons pas être en retard au parc. » Anna se tenait tranquillement près de l'escalier, les mains enroulées dans l'ourlet de sa chemise. Ses chaussures étaient déjà enfilées, son petit sac à dos en bandoulière. Elle n'a pas demandé où ils allaient. Elle n'a pas demandé si elle venait. Brenda la remarqua enfin se retourner avec un soupir. « Tu vas chez Madame Teresa aujourd'hui » dit-elle en repoussant brutalement les cheveux d'Anna de son front. « Nous reviendrons plus tard. » Anna hocha la tête une fois, petite et obéissante. Brenda s'est agenouillée non pas avec affection mais pour fermer la veste d'Anna. Ses mains étaient vives et pragmatiques. « Soyez gentille, Anna. Ne causez pas de problème. » Amy les dépassa en bondissant, déséquilibrant presque Anna, et Brenda rit légèrement. Elle ouvrit la porte, l'air froid entra, et guida Anna le long de l'allée vers la modeste maison voisine. Madame Teresa attendait déjà sur le porche, sa large silhouette enveloppée dans un gros pull, un livre en équilibre, oublié sur ses genoux. « Bonjour, Brenda, dit Teresa, sa voix grave mais gentille. Et vous deux petites dames. »« Bonjour, Madame Teresa, gazouilla Amy, rayonnante. Brenda sourit étroitement. « Merci d'avoir surveillé Anna pour moi, dit-elle. Amy et moi nous dirigeons vers le parc d'attractions. Juste nous deux aujourd'hui. » Les yeux de Teresa se tournèrent vers Anna, qui se tenait à moitié cachée derrière la jambe de sa mère, fixant ses chaussures. « Pourquoi ne pas emmener Anna avec toi ?» demanda doucement Teresa, en s'accroupissant légèrement à la hauteur d'Anna. Elle pourrait aussi apprécier les manèges. Brenda redressa les épaules. Sa voix était légère, décontractée. Anna n'est pas douée dans la foule. Elle a tendance à s'enfuir. Elle n'écoute pas bien. La dernière fois que nous avons essayé quelque chose comme ça, elle a failli se perdre. Elle rit doucement, un son cassant. C'est juste plus facile de cette façon. Teresa hocha lentement la tête, mais son regard s'attarda sur le visage d'Anna. Elle vit la façon dont la petite fille tressaillit au son de la voix de sa mère. Comment son petit corps semblait se replier sur lui-même, comme s'il essayait de disparaître. « Eh bien, nous allons nous amuser nous-mêmes, n'est-ce pas, petit pois ?» dit Teresa en lui tendant la main. Anna hésita, puis glissa ses doigts dans la paume de Teresa. Brenda a à peine attendu. « Soyez gentil » appela-t-elle par-dessus son épaule, se dirigeant déjà vers la voiture où Amy l'attendait. Le moteur toussa, puis ils disparurent, un nuage de poussière s'élevant brièvement dans leur sillage. Teresa serra doucement la main d'Anna. « Entre, chérie, dit-elle. Trouvons quelque chose de sympa à faire. » La maison sentait la cannelle et le linge propre, un parfum doux et réconfortant qui remplissait les petites pièces sans les submerger. Teresa conduisit Anna dans la cuisine, s'affairant doucement pendant qu'elle préparait un pot de flocons d'avoine, ajoutant un peu de crème et une cuillerée de cassonade sans rien demander. Anna était assise à la table, les pieds pendant au-dessus du sol, serrant fermement la poupée battue dans ses bras. Les yeux de Teresa aperçurent les légères échymoses juste sous les manches de la veste d'Anna, marquant ses poignets fins. Une ombre plus sombre s'épanouissait près du bord de sa mâchoire, en partie cachée par une chute de cheveux. Teresa ne dit rien au début. Elle posa le bol de flocons d'avoine devant Anna et tira une chaise en face d'elle, s'y baissant avec un léger soupir. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir à la foire la prochaine fois ?» demanda Teresa avec désinvolture, en remuant sa propre tasse de thé. « Ce n'est pas amusant si tu manques quelque chose. » Anna cligna des yeux, sa cuillère s'arrêtant en l'air. « Je ne vais pas bien, murmura-t-elle. Je me perds. » Teresa appuya ses coudes sur la table, posant son menton dans sa main. « Qui t'a dit ça ?» elle a demandé. Anna n'a pas répondu. Ses yeux tombèrent sur son bol et elle se mordit rapidement la bouche comme si cela allait mettre un terme à la conversation. Teresa laissa le silence s'étendre, ne le remplissant pas de pression mais de chaleur et de patience. Après un moment, Anna reprit la parole, sa voix si douce que Teresa dut se pencher en avant pour l'entendre. « Maman dit que c'est mieux si je reste » a déclaré Anna. « Pour qu'Amy puisse s'amuser. » La poitrine de Teresa se serra. «
Tu as autre chose? Demanda-t-elle doucement. Des choses difficiles, a poursuivi Teresa. Anna a répondu doucement, j'ai parfois mal au ventre, sans lever les yeux. Les mains de Teresa s'immobilisèrent sur le fil. Est-ce que c'est maintenant? Dit-elle en gardant une voix légère. Anna hocha la tête. Parfois. Maman dit que c'est parce que je suis difficile. Teresa s'adossa à sa chaise, observant attentivement l'enfant. Les légères ecchymoses le long des bras d'Anna devenaient jaunes et vertes, comme le dernier souffle d'une tempête. Est-ce que tu peux jouer beaucoup dehors, chérie? Demanda Thérèse. Anna secoua la tête. Je joue avec Dolly. Elle sortit de son sac à dos une poupée effilochée et très appréciée et la serra contre elle. La gorge de Teresa se serra, mais elle garda un visage doux. Dolly est une bonne amie, je pense. Anna hocha solennellement la tête. Il y avait quelque chose de cassé dans la façon dont la petite fille s'accrochait à la poupée, quelque chose qui faisait mal à la poitrine de Teresa. Teresa posa quelques questions supplémentaires, doucement et prudemment, laissant Anna répondre ou non comme elle le souhaitait. Le tableau qui s'en dégage n'est pas peint en très gras mais en petites choses, repas manqués, mots durs, longs après-midi passés seuls. Teresa écoutait, son cœur s'alourdissant à chaque morceau. Quand Anna fut fatiguée, Teresa l'aborda sur le canapé avec une couette moelleuse, lissant ses cheveux en arrière de son front. La maison devint silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge sur le manteau et du son doux et régulier de la respiration d'Anna. Teresa se tenait à la fenêtre, regardant la rue vide. Elle n'était pas naïve. Elle avait suffisamment vu le monde pour reconnaître les signes et les silences qui en disaient plus que n'importe quel mot. Harold. Le nom lui vint soudain à l'esprit, le père dont Brenda ne parlait plus que rarement, le soldat quelque part de l'autre côté de la mer. Teresa se leva de sa chaise et se dirigea vers le téléphone accroché au mur de la cuisine. Ses doigts hésitaient devant les chiffres. Ce n'était pas sa place. Ce n'était pas son affaire. Et pourtant, comment pourrait-elle se détourner? Elle sortit le morceau de papier froissé du tiroir où elle gardait les contacts d'urgence, le scanna rapidement et composa le numéro indiqué pour la base d'Harold. La ligne crépita légèrement. Une voix de femme répondit. Opération militaire des États-Unis, Fort Mackenzie. Voici Teresa Miller, dit-elle d'une voix ferme mais urgente. Je dois transmettre un message au sergent Harold Clark. Il s'agit de sa famille. C'est urgent. Il y eut une pause, puis un clic de touche. Quel est le message? Demanda la femme. Teresa regarda par-dessus son épaule Anna, qui était assise petite et silencieuse sur le fauteuil usé, les yeux fixés sur le sol. Dites-lui simplement, dit Teresa, sa voix se brisant légèrement, affaire familiale urgente. S'il vous plaît, répondez. La femme lui répéta les mots, sec et professionnel. Et puis l'appel fut terminé. Teresa raccrocha le téléphone d'une main qui tremblait légèrement. Le soleil de midi brûlait impitoyablement sur le désert afghan, blanchissant les collines rocheuses en forme fantomatique qui scintillaient à l'horizon. Un vent fragile raclait le sable fin sur le tarmac, murmurant le long des bords de la caserne comme des voix agitées. Le sergent Harold Clark essuyait la sueur de son front alors qu'il courait hors du terrain d'exercice, ses bottes soulevant la poussière. Son corps bougeait grâce à sa mémoire musculaire, les exercices d'entraînement de la journée étaient un flou de commandes et de changements de formation. Mais son esprit était ailleurs, obstinément attiré vers le poids logé au plus profond de son ventre depuis son réveil. Il eut à peine le temps de détacher son sac qu'un des officiers de communication lui fit signe de venir. Clark appela le jeune homme en brandissant une note griffonnée à la hâte sur un bout de papier ligné. Vous avez un message, civil. Harold le prit, fronçant les sourcils en lisant l'écriture manuscrite. Affaire familiale urgente. Veuillez répondre. Pas de nom de l'expéditeur, pas de détails, juste ces quelques mots coupés comme un caillou tombé dans le vaste silence entre lui et la maison. Un frisson lui picota la nuque malgré la chaleur torride. Sans hésitation, il s'est dirigé vers la tente des communications et a demandé à être mis en communication avec le numéro joint au message. La ligne satellite a crépité 2 fois, puis s'est connectée. Bonjour. Une voix familière répondit, dure avec l'âge mais ferme. Madame Teresa, dit Harold, la tension crépitant sous sa peau. C'est Harold Clark. Il y eut un moment de silence, puis un profond soupir. Dieu merci, dit Teresa. J'avais peur qu'il ne te trouve pas. Harold sentit son estomac se serrer. Que se passe-t-il? Teresa hésita un instant,
comme si elle pesait chaque mot. C'est Anna, dit-elle finalement. Brenda la laisse souvent avec moi. Elle dit que c'est plus facile si Anna ne les accompagne pas. Elle dit qu'Anna se perd ou cause des ennuis. Harold ferma brièvement les yeux, les mots lui grattant le cœur. Teresa poursuivit, sa voix basse mais ferme. Harold, j'ai vu des bleus sur elle. J'ai vu comment elle sursaute quand quelqu'un élève la voix. Elle ne sourit pas. Elle parle à peine à moins que tu ne l'amadoues. Harold agrippa le bord de la table, ses jointures blanchissant. Anna n'est pas seulement seule, Harold, dit Teresa. Elle a peur. Elle disparaît comme si personne ne la voyait. La ligne crépita à nouveau, la distance paraissant insupportablement vaste. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, dit doucement Teresa. Mais si tu le peux, mon fils, tu dois rentrer à la maison le plus tôt possible. Harold déglutit difficilement, la gorge épaisse. Merci, dit-il grossièrement. Merci de me l'avoir dit. Tu reviens à la maison avec cette petite fille, dit Teresa, sa voix légèrement tremblante, avant qu'elle ne disparaisse complètement. L'appel s'est terminé par un léger clic, mais ces mots sont restés en suspens longtemps après. La caserne bourdonnait du murmure sourd des soldats en repos, des jeux de cartes, des rires silencieux, du tintement des tasses en métal. Harold s'est connecté à la connexion satellite sécurisée plus tard dans la nuit. L'appel vidéo s'est connecté à une série de bits bégayants. L'écran vacilla. Et ils étaient là à la vue familière de son salon. Le canapé usé, la table basse et raflée, les cadres bordant le manteau. Brenda était assise perchée sur le bord du canapé, un peu trop raide, son sourire s'étirant presque anormalement. « Eh, chérie, dit-elle joyeusement en faisant un signe de la main. Amy apparut à côté d'elle, agitant les deux bras. « Salut papa. Nous sommes allés au parc aujourd'hui. Maman m'a acheté de la glace. » Harold sourit automatiquement, sentant le malaise s'approfondir. « C'est génial, Peanut, dit-il, la voix rauque d'affection. On dirait que tu as eu une grosse journée. » Brenda rit légèrement, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'était sympa, dit-elle. Les deux filles se sont bien amusées. Vous auriez dû voir Anna courir après des bulles partout dans le parc. » Les yeux d'Harold se tournèrent vers l'arrière-plan. Anna était assise par terre, à moitié dans l'ombre du canapé, berçant sa poupée battue. Elle ne souriait pas. Elle ne jouait pas. Ses mains se tordirent nerveusement sur ses genoux, sa tête baissée comme si elle essayait de disparaître. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux se croisèrent dans ceux d'Harold pendant une fraction de seconde grand, incertain, presque suppliant. Puis elle baissa les yeux, ses doigts se resserrant autour de la robe usée de la poupée. Harold sentit quelque chose se serrer en lui. « Eh, Pinquin, dit-il, d'une voix plus douce. Tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» Anna n'a pas répondu. Elle tressaillit presque imperceptiblement, ses épaules se recourbant vers l'intérieur. Le rire de Brenda retentit à nouveau trop fort, trop rapide. « Elle est juste timide ce soir, » dit Brenda en agitant une main dédaigneuse. Probablement fatiguée d'avoir couru toute la journée dans le parc. Harold se força à sourire, hochant lentement la tête. Ouais, c'est logique. Il était évident que la fille avait passé la journée avec Teresa. Sa femme mentait. Amy couvrait sa mère et Anna était toujours recroquevillée. Mais Harold ne l'a pas dénoncé tout de suite. Il savait que quelque chose n'allait pas. On dirait que vous faites un excellent travail pour maintenir le fort, dit Harold d'un ton léger. Brenda sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, nous nous en sortons très bien. L'appel s'est terminé quelques minutes plus tard. Les adieux ont été précipités, Brenda citant l'heure du bain, l'heure du coucher, les routines à respecter. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait absolument pas, indéniablement. Il se leva du canapé délabré dans le coin de la tente, repoussant la chaise avec un grattage sur le sol en béton. Sans hésitation, Harold se dirigea vers la tente des opérations. À l'intérieur, la nuit bourdonnait de voix basses et du bourdonnement statique des radios. Une seule ampoule au plafond se balançait légèrement dans la brise sèche, projetant de longues ombres agitées sur les murs de toile. Harold s'est approché de l'officier de service, une femme sévère nommée Sergent Levent, qui a levé les yeux de son bloc-notes. « Je dois prendre un congé d'urgence, » dit Harold d'une voix ferme. Levent haussa un sourcil. « Un problème à la maison ?» Harold hocha la tête une fois. « Urgence familiale. Je viens de recevoir le message. » Il y eut un bref silence pendant qu'elle l'évaluait. Puis elle hocha la tête,
mettant son presse-papier de côté. La paperasse est un véritable désastre, mais je vais faire avancer les choses, a-t-elle déclaré. Vous serez dans le premier transport que nous pourrons organiser, mais cela pourrait encore prendre une semaine ou deux. Harold inclina la tête, reconnaissant. Merci, sergent. Tandis qu'il se détournait, sa main effleura la poche où reposait encore le bout de papier. Le ciel matinal au-dessus de Virginie était couleur de vieux fer, une bruine basse et humide s'accrochant à la terre comme une seconde peau. Le tarmac était glissant sous les bottes d'Harold lorsqu'il descendit de l'avion de transport, un seul sac polochon en bandoulière. Il s'arrêta un moment dans les escaliers, respirant l'air lourd, sentant la morsure de celui-ci dans ses poumons. L'Amérique sa maison, mais pas celle qu'il avait laissée derrière lui. Le chemin menant de la base à la ville se brouillait en un ruban gris, bordé d'arbres dépouillés par les doigts rampants de la fin de l'automne. Harold gardait une main serrée sur le volant, l'autre serrant et desserrant sans relâche sur ses genoux. Chaque kilomètre lui faisait ressentir un serrement de poitrine, un battement d'effroi qui devenait plus fort que la pluie crépitant contre le pare-brise. Lorsqu'il tourna dans sa rue, le monde semblait s'éclaircir autour de lui. Harold s'arrêta sur le trottoir, coupa le moteur et resta assis un moment à écouter. Au début, il n'y avait que le silence humide de la pluie et l'aboiement lointain d'un chien. Et puis il entendit un sanglot léger et brisé, aigu et aigu. Anna. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Il laissa la portière de la voiture ouverte et remonta l'allée, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau peu profondes. Alors qu'il approchait du porche, des voix s'accentuèrent dans l'air humide. « Tu n'écoutes jamais. » La voix de Brenda était aussi aiguë que du verre brisé. « Je suis désolé, » craqua la petite voix d'Anna, essoufflée. « Arrête de pleurer. Je te jure, Anna, si tu continues comme ça, tu dormiras à côté des ordures. » À travers les murs minces, une autre voix se fit entendre. Celle d'Amy était froide et dédaigneuse. « Pourquoi maman a-t-elle dû avoir un autre enfant de toute façon, marmonna-t-elle. Nous allions bien avant. Harold ne se souvenait pas avoir atteint la poignée de porte. Il ne se souvenait pas de la porte qui s'était ouverte contre le mur. Tout ce dont il se souvenait, c'était de la vue devant lui. Le salon était sombre, les stores bien tirés. L'air empestait la vieille nourriture et la colère rassie. Des jouets étaient éparpillés négligemment sur le sol. La vaisselle était empilée sur les tables de boue et un pull gisait froissé dans un coin comme une peau de mue. Brenda se tenait au-dessus d'Anna, le visage tordu par la rage, son doigt pointant dans l'air. Anna, mon Dieu, Anna, était assise affalée sur le tapis, ses bras minces enroulés autour d'elle, la tête baissée. Les yeux d'Harold se posèrent sur elle et le monde bascula. Sa peau était tachée d'éruptions cutanées rouges, la floraison révélatrice d'une réaction allergique se propageant vicieusement le long de son cou et de ses bras. Ses joues étaient d'un rouge cramoisi maladif, et même de là où il se tenait, Harold pouvait voir l'éclat artificiel et élevé de la sueur fébrile sur son front. Un patch rafraîchissant bon marché s'accrochait de travers à son front, déjà recourbé sur les bords. Sa respiration était rapide et superficielle, sa petite poitrine se soulevant contre les deux gros sweatshirts qu'elle portait. Pendant un moment haletant, la maison resta silencieuse. Puis Harold bougea. Sans un mot, il traversa la pièce en trois enjambées. Brenda se tourna, surprise. « Harold, » balbutia-t-elle. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais Harold ne répondit pas. Il ne lui accorda pas un regard. Il s'accroupit, tendant la main vers Anna avec des mains qui tremblaient malgré tout son entraînement, toutes ses années de discipline. Anna tressaillit instinctivement, son corps rétrécissant sous le mouvement soudain. « Eh, petite fille, » dit Harold, sa voix se brisant sur l'affection. « Papa t'a eu. » Il glissa un bras sous ses genoux, l'autre derrière son dos, la soulevant délicatement dans ses bras. Elle était si légère, trop légère, sa peau terriblement chaude contre lui. Anna gémit doucement, ses petits doigts s'enroulant faiblement dans sa veste. Harold se redressa lentement, tournant délibérément le dos à Brenda et Amy, qui étaient assises figées sur le canapé, les bras croisés sur la poitrine, le visage vide. Il ne leur a rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, la pluie s'était épaissie pour former une nappe constante, lavant la crasse des gouttières et trempant les cheveux d'Harold tandis qu'il transportait Anna jusqu'à la voiture. Le moteur rugit, les phares traversèrent l'obscurité grise. Il conduisait d'une main, l'autre se pressait de manière protectrice autour d'Anna, sentant chaque respiration irrégulière qu'elle respirait, chaque tremblement de son corps fiévreux. L'hôpital n'était pas loin, mais chaque seconde lui traînait comme une pierre autour du cou.
À l'intérieur des urgences, sous l'éclat indifférent des lampes fluorescentes, les infirmières se pressaient autour d'elle, d'une voix vive et efficace. Quelqu'un prit Anna de ses bras et la déposa sur une civière. Quelqu'un d'autre a commencé à lui poser des questions. Que s'est-il passé? Depuis combien de temps était-elle comme ça? Allergie, médicaments? Harold répondit machinalement, sa voix lointaine. Il resta figé sur place alors qu'ils emmenaient Anna à travers des portes battantes à double battant. Le blanc de ses chaussettes fut la dernière chose qu'il vit avant qu'elle ne disparaisse dans le couloir. Pendant un moment, il resta simplement là, les poings serrés sur les côtés, le cœur battant douloureusement contre ses côtes. Il avait confiance. Et maintenant, il avait vu. Quelles que soient les illusions auxquelles il s'était accroché sur sa famille, sur Brenda, sur la vie qu'ils avaient construite, elle se brisait comme du verre fragile sous le poids de ce qui avait été fait à sa petite fille. Les lampes fluorescentes de la salle d'urgence bourdonnaient faiblement au-dessus de nous, projetant une lueur blanche et crue sur le sol en linoléum. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir épuisé. Harold était assis avec raideur sur la chaise en plastique au chevet d'Anna, ses coudes s'enfonçant dans ses genoux, ses poings serrés si fort qu'ils lui faisaient mal. Anna restait immobile, terriblement immobile, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration superficielle et inégale. La ligne 4 dans sa main semblait grotesque sur sa peau délicate, les bleus s'épanouissant comme des fleurs sombres sur ses bras minces. Il ne pouvait s'empêcher de regarder, ne pouvait s'empêcher de compter les secondes entre chaque respiration fragile. Un léger coup le remua. Il leva la tête pour voir un médecin, un jeune homme aux yeux fatigués et un bloc-notes sous le bras, entrer doucement dans la pièce. « Monsieur Clark, » dit le médecin d'une voix basse et respectueuse. Harold se leva immédiatement, tout son corps enroulé contre lui. « Comment va-t-elle » Le médecin hésita, jetant un coup d'œil à la petite forme sur le lit. « Votre fille était gravement déshydratée à son arrivée », commença-t-il prudemment. « Elle a également souffert d'une réaction anaphylactique, probablement due à une exposition aux produits laitiers. Elle est stabilisée pour l'instant, mais... » Il fit une pause, choisissant ses mots avec une précision clinique. C'était proche. Encore quelques heures sans traitement, et nous pourrions avoir une conversation très différente. Harold ferma brièvement les yeux, le poids des mots lui frappant comme un poing. Ses mains tremblaient à ses côtés. Combien de temps? Râla-t-il. Combien de temps est-elle restée comme ça? Le docteur secoua la tête. Difficile de le dire exactement, mais ce n'est pas récent. Elle montre également des signes de malnutrition prolongée et de stress chronique. Il croisa le regard d'Harold, quelque chose qui ressemblait presque à une accusation vacillant derrière son calme professionnel. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Harold ravala la nausée qui montait. Elle est en sécurité maintenant, n'est-ce pas? Pour l'instant, a déclaré le médecin, mais elle aura besoin d'une surveillance et d'un environnement plus sûr. L'implication était nette, indubitable. Harold hocha la tête avec raideur, la gorge brûlante. Merci, docteur. Quand l'homme partit, Harold se rassit lourdement, passant une main tremblante sur son visage. Il se pencha au-dessus du lit d'Anna, baissant son front contre la balustrade, respirant son léger parfum aigre-fiévreux. « Je te le jure, petite fille, murmura-t-il d'une voix rauque, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » La maison était différente quand Harold revint. Ce n'était pas seulement un désordre, ce n'était pas seulement abandonné, c'était empoisonné. Au moment où il franchit le seuil, l'air le frappa comme un mur, la saveur aigre de la nourriture pourrie, la forte puanteur de quelque chose de plus profond, de méchant et de moisi. Brenda était assise sur le fauteuil inclinable, les jambes croisées, les bras croisés sur la poitrine. Amy s'affala sur le canapé, le visage froidement éclairé par la lueur bleue de sa tablette. Aucun d'eux ne leva les yeux lorsqu'il entra. Aucun d'eux ne parut surpris. Harold ferma soigneusement la porte derrière lui. Puis il parla, et sa voix n'était pas forte, mais elle était mortelle. « Qu'est-ce que tu as fait » Brenda n'a pas bronché. Elle jeta ses cheveux sur une épaule et haussa les épaules. Encore une réaction excessive, dit-elle légèrement. Comme toujours. Le sang d'Harold battait à ses oreilles. Anna est à l'hôpital, dit-il, chaque mot gravé dans la pierre. Le médecin a dit que si elle était restée une nuit de plus sans aide, elle serait morte. Amy leva alors les yeux, son expression étant un mélange d'ennui et d'irritation. Tu te disputes encore à propos d'elle, dit-elle en soupirant bruyamment. Cet enfant cause toujours des problèmes.
C'est à cause d'elle que tout va mal. Les poings d'Harold se serrèrent si fort qu'il sentit les os grincer. Il se tourna d'abord vers Amy, et sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était suffisamment basse et froide pour briser le verre. « C'est ta sœur, dit-il. Et si jamais tu parles à nouveau d'elle comme ça, toi et moi aurons une conversation très différente. » Amy se recroquevilla dans le canapé, sa bouche se resserrant en une ligne maussade. Harold se tourna vers Brenda. « Vous l'avez laissé souffrir, dit-il, sa voix tremblant maintenant non pas à cause de la peur, mais à cause de la pression impossible de toute la rage et de la trahison qui lui griffait les côtes. Vous l'avez laissé mourir de faim. Vous l'avez laissé brûler de fièvre pendant que vous étiez assis ici à ne rien faire. » Le visage de Brenda se durcit, ses yeux brillaient d'une haine si froide qu'elle figea la pièce. « Je n'ai qu'une fille, dit-elle d'un ton neutre. Amy, c'est tout. » Pendant une seconde, Harold ne put que la regarder. À la femme qu'il avait jadis promis de protéger, à la femme qui avait promis d'aimer les enfants qu'ils avaient mis au monde. Il ne la reconnaissait plus. « De quoi parles-tu » dit-il doucement. « Es-tu une mère ?» Il déglutit difficilement. « Tu as aussi appris à Amy à aimer et à protéger sa sœur. Je ne peux vraiment pas comprendre. Pourquoi la traites-tu comme ça? Tu ne mérites pas d'être ma mère. Tu ne mérites pas d'être ma femme. Tu ne mérites pas d'être dans cette maison. Va-t'en. Emmène ta fille unique avec toi ce soir. » La bouche de Brenda se tordit. « Vous nous jetez dehors après tout ?» a-t-elle demandé. « Emballez vos affaires, » dit Harold. Sa voix ne s'élève pas. Ce n'était pas nécessaire. Cela portait tout le poids de la fureur d'un père. Sortir. Brenda attrapa son sac à main d'un coup sauvage et entraîna Amy vers la porte. Elle se retourna une dernière fois, la voix rauque de fureur. « Cet enfant nous a détruits !» cria-t-elle, sa main tranchant l'air comme une lame. « Tu penses qu'elle est ton petit ange, mais c'est à cause d'elle que nous sommes brisés. Elle a tout gâché. » La porte claqua si fort derrière eux que tout le cadre frémit. Le silence envahit la maison comme une marée. Harold se tenait seul dans les ruines de ce qui était autrefois sa maison. L'écho du cri final de Brenda vibrait encore dans les murs. Mais au milieu des décombres, il sentit quelque chose d'étrange remuer en lui. Pas de peur, pas de regret, mais de la clarté. Il savait maintenant à quoi appartenait sa loyauté, et ce n'était pas envers la femme qui avait abandonné leur enfant. C'était avec la petite fille, fragile et meurtrie, allongée dans un lit d'hôpital, attendant toujours que quelqu'un revienne vraiment la chercher. La pluie s'était adoucie en une légère bruine au moment où Harold retournait à l'hôpital. Dehors, la ville était floue, les lumières faibles et lointaines, créant un monde qui semblait insignifiant comparé à la petite silhouette fragile qui l'attendait à l'étage. En entrant dans la chambre d'Anna, il la trouva éveillée bien que pas complètement, pas encore lumineuse mais consciente. Elle était allongée sous une couverture légère, la tête tournée vers la fenêtre. Son corps semblait toujours fragile, mais plus inquiétant. Lorsqu'elle le vit, ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire lent et somnolent. « Papa, murmura-t-elle. » Harold traversa la pièce en 3 longues enjambées, se laissant tomber à côté d'elle. « Et, petite fille, murmura-t-il, effaçant une boucle égarée de son front. Tu te sens un peu mieux. » Anna hocha la tête, ses mouvements lents et endormis. Harold ramassa le livre d'histoires usées que Teresa lui avait offert des mois auparavant. Son dos était scotché et sa couverture s'était estompée à cause d'innombrables lectures. Il s'installa sur la chaise et feuilleta la première page. « Tu veux que je te fasse la lecture ?» demanda-t-il doucement. Anna répondit par un petit soupir de satisfaction. « Alors » lut-il, sa voix basse et ferme, l'enveloppant dans le cocon sur de mots et de chaleur. Il lut jusqu'à ce que ses paupières se baissent, que sa respiration s'égalise à nouveau, et pendant un instant, la peur et la douleur semblaient tenues à distance par la simple magie d'être aimée et vue. Lorsqu'elle finit par s'endormir, Harold resta un long moment à l'observer. Son cœur lui faisait mal à la fois d'amour et de culpabilité. Il n'avait pas été là quand elle avait le plus besoin de lui, mais il était là maintenant, et il ne la quitterait plus jamais. Plus tard dans la soirée, Harold trouva Amy assise avec raideur sur le canapé de la salle d'attente. Ses bras étaient étroitement enroulés autour de ses genoux et son visage était pâle et las. Il s'assit à côté d'elle, le silence entre ses tirants minces et cassants. Après un long moment, il parla doucement mais fermement. « Nous devons parler. » Amy n'a pas bougé. Elle regarda le sol en linoléum éraflé comme s'il pouvait lui offrir un refuge. «
Tu es assez vieux pour comprendre, a poursuivi Harold. La famille signifie que nous nous protégeons les uns les autres. Nous nous élevons mutuellement, pas nous démolissons. Les épaules d'Amy tremblèrent légèrement et elle enfouit son visage plus profondément dans ses genoux. Anna ne t'a jamais fait de mal, dit doucement Harold. Elle n'a jamais mérité la façon dont elle a été traitée. Et toi? Tu es sa grande sœur. Elle t'admire, Amy. Elle t'aime toujours, même après tout. À cela, Amy laissa échapper un sanglot brisé, petit et aigu, comme un éclat de verre. Je n'en avais pas l'intention, murmura-t-elle, la voix brisée. C'est juste que, je pensais que maman avait dit. Je sais, dit Harold, l'attirant dans une étreinte prudente et protectrice. Tu étais confus. Mais il n'est pas trop tard pour aller mieux. Il n'est jamais trop tard pour l'aimer comme elle le mérite. Amy s'agrippait à sa veste, pleurant plus fort maintenant, les mois d'amertume, de peur et de culpabilité s'échappant d'elle en vagues frémissantes. Je veux la voir, halta-t-elle. Je veux lui dire que je suis désolé. Harold ferma les yeux, respirant une prière de remerciement silencieuse et tremblante. Nous le ferons ensemble, a-t-il promis. Le lendemain matin, après s'être assuré qu'Anna se reposait en toute sécurité sous les soins des infirmières, Harold a passé un autre appel. L'un à un vieil ami, l'officier Daniels, qui avait autrefois servi avec Harold avant d'échanger son treillis contre un insigne. Wayne Miller, a déclaré Harold lorsque Daniels a répondu, « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur lui. » Il n'y a eu aucune hésitation. Daniels connaissait la voix d'Harold. Il savait quand cela évoquait quelque chose de grave. « Je vais creuser, dit-il simplement. » En quelques jours, les informations ont commencé à affluer, témoignages d'anciens ouvriers d'usine, chuchotements ignorés, allégations ridiculisées et comportements prédateurs cachés sous couvert de politesse de petite ville. Harold a compilé chaque mot, chaque déclaration et chaque accusation tremblante dans un dossier plus épais qu'il ne l'avait imaginé et plus malade qu'il ne l'avait craint. Les mains fermes et le cœur brûlant d'une juste colère, Harold a déposé une plainte officielle. Il n'y aurait plus de silence, plus de cachette. Wayne Miller a été arrêté par un sombre jeudi matin. La vue de lui conduit menotté à travers les marches du palais de justice, ses expressions suffisantes effacées sous le regard dur de la justice, envoya une satisfaction féroce et silencieuse dans la poitrine d'Harold. Ce n'était pas tout, cela n'effacerait pas la douleur mais c'était un début. Une petite flamme de justice vacillant au lendemain d'une trahison. Et alors qu'il regardait la voiture de police disparaître dans la rue, Harold a juré qu'il reconstruirait une vie pour sa famille à partir de ses cendres, une étape lente et prudente à la fois. Il ne méritait rien de moins. Maintenant, enfin, il comprenait ce que signifiait réellement se lever. Le soleil du matin inondait la maison Clark d'une lumière dorée si douce qu'elle semblait presque irréelle, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle pendant des années, se rappelant seulement maintenant comment respirer à nouveau. Dans le salon, des rires résonnaient légers, lumineux, apaisants. Harold s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant Amy et Anna s'étaler sur le tapis usé. Entre eux se trouvaient des crayons de couleur et des dessins à moitié terminés. Anna rigola de manière incontrôlable alors qu'Amy essayait de dessiner un chat, même si cela ressemblait davantage à une pomme de terre déséquilibrée. « Tu es terrible à ça, couina Anna, riant si fort que ses joues rosirent. Amy sourit timidement et lui jeta un oreiller, ce qui lui valut un cri de joie. Pendant un long moment, Harold se contenta de regarder, la gorge nouée. Il s'était demandé un jour s'il verrait un jour cela la joie facile, le lien entre sœurs, la confiance fragile se reconstruire, un fil prudent à la fois. Il s'éloigna doucement, leur laissant leur espace, et se dirigea vers son bureau, où un épais dossier en papier cartonné l'attendait. À l'intérieur se trouvaient les documents finalisés, sa réaffectation. Fini les tournées à l'étranger. Ne les laissez plus derrière vous. Il restait pour de bon. Harold signa les papiers d'une main ferme. Chaque coup était un vœu envers ses filles, envers lui-même. Il serait le père qu'il méritait. Plus besoin de courir. Fini les absences déguisées en devoirs. La famille passait en premier, maintenant et toujours. Ce soir-là, après le dîner ou des sandwichs au beurre de cacahuètes et des tranches de pommes, simple et parfait, Harold s'assit à côté d'Anna sur le canapé, son petit corps blotti contre lui. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant de longues ombres sur les murs. Il hésita, puis demanda, sa voix presque trop douce pour l'entendre, « Anna, est-ce que tu es parfois en colère contre maman ?» Anna le regarda, ses grands yeux marrons sérieux et inquisiteurs. « Non, dit-elle comme si la réponse était évidente.
Si je déteste maman, cela fait de moi un mauvais enfant. L'innocence de tout cela, la pureté douloureuse, ont gravé une douleur vive et douloureuse dans le cœur d'Harold. Il déglutit difficilement, la rapprochant. Non, bébé, murmura-t-il. Tu n'es jamais méchant comme ça. Tu mérites l'amour, la sécurité et une famille heureuse. Anna sourit d'un air endormi, posant sa tête contre sa poitrine. Et Harold se fit une autre promesse silencieuse à ce moment-là, aussi sacrée que n'importe quel vœu sur le champ de bataille. Il ne laisserait plus jamais les ténèbres toucher sa famille. Pas tant qu'il y avait du souffle dans son corps. Les semaines suivantes se passèrent lentement et prudemment. Harold ne s'est pas précipité. Il savait maintenant que la guérison n'était pas quelque chose qu'on exigeait. C'est quelque chose que vous avez construit avec patience, humilité et amour. Ainsi, lorsqu'il s'est rendu en voiture à la clinique psychologique où Brenda suivait des conseils, il n'a pas fait irruption avec colère ou jugement. Il a apporté du café, du calme et du temps. Au début, Brenda le regardait à peine lors des visites. Elle était assise recroquevillée sur elle-même, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux, ses yeux bordés d'ombre qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Mais Harold est resté. Parfois, il restait assis en silence dans la salle d'attente. Parfois, il lisait le journal à haute voix, d'une voix basse et égale. Parfois, il parlait d'Anna, d'amis, des petites joies de leur journée. Lentement, douloureusement lentement, Brenda commença à répondre. Un après-midi, alors que le soleil se fondait dans une douce couleur pêche derrière les fenêtres, Brenda le regarda pleinement pour la première fois. « Je ne le mérite pas, dit-elle d'une voix rauque. N'importe lequel. Harold se pencha en avant, posant ses bras sur ses genoux. Je t'aimais, dit-il d'une voix épaisse. J'aime toujours la partie de toi qui souffre, cette partie qui s'est perdue en cours de route. Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Brenda. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Je ne savais pas comment y survivre. Comment survivre moi-même? Harold hocha la tête, la gorge brûlante. Je suis désolé, dit-il simplement. Pour ne pas avoir vu que tu te noyais. Pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Brenda se couvrit le visage de ses mains, sanglotant doucement. Harold était assis à ses côtés, non pas comme un mari demandant pardon, mais comme un homme qui comprenait enfin à quel point les blessures pouvaient être profondes. Il n'y a eu aucune déclaration dramatique, aucune réparation soudaine des choses brisées ou juste deux personnes assises dans les décombres, essayant de retrouver le chemin d'une sorte de paix. De retour à la maison, alors que la nuit s'installait sur la maison comme une douce couette, Harold borda Anna et Amy dans le lit, les embrassa sur le front et éteignit la lumière. Dans l'obscurité silencieuse, il resta debout un long moment, écoutant leur respiration régulière. Dehors, les étoiles clignotaient faiblement derrière de minces nuages. La guérison viendrait lentement, tendrement, imparfaitement, mais elle viendrait. Et cette fois, Harold Clark serait là pour y parvenir, jusqu'au bout. L'air du matin sentait la terre fraîche et les nouveaux départs. Une légère brise remuait les feuilles à l'extérieur de la maison Clark, envoyant de minuscules tourbillons sur le porche. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres, chaude et dorée, remplissant chaque coin de la maison d'une vie calme et palpitante. Harold se tenait près de la fenêtre, les mains enfoncées dans ses poches, regardant la longue allée qui partait de la rue. Aujourd'hui c'était le grand jour. Après des mois de thérapie, après d'interminables heures de doute et de travail lent et épuisant, Brenda avait été autorisée à bénéficier d'une visite supervisée. Pas de retour, pas encore. Juste un début. L'estomac d'Harold se tordit de nervosité lorsqu'il aperçut la vieille voiture de comté s'arrêtant dans l'allée. Brenda était assise avec raideur sur la banquette arrière. Le moteur tourna un moment au ralenti avant de s'arrêter. Brenda sortit, ses mouvements hésitants, presque mécaniques. Elle portait un pull simple et un jean, les cheveux attachés en arrière, son visage plus mince que dans son souvenir, dénué de toute prétention, cru dans sa vulnérabilité. Elle resta figée au pied du porche, ne sachant pas si elle était la bienvenue pour faire un pas de plus. La porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Puis maman. La petite voix d'Anna résonna, perçant le silence comme un oiseau chanteur après un long hiver. Avant que quiconque puisse réagir, Anna traversa le porche en courant, pieds nus, bras écartés. Brenda eut à peine le temps de s'accroupir avant qu'Anna ne s'écrase sur elle, enroulant étroitement ses petits bras autour de ses jambes. L'espace d'un instant, Brenda resta là, figée, ses mains flottant inutilement au-dessus de la tête d'Anna. Puis quelque chose en elle s'ouvrit en grand.
Avec un cri frémissant, Brenda tomba à genoux sur les marches en bois usées, prenant Anna dans ses bras, s'accrochant à elle comme si elle essayait de recoller leurs morceaux brisés. Elle sanglotait dans les cheveux d'Anna. Des sanglots profonds et déchirants détruisirent son corps, dépourvu de fierté, dépourvu de honte. Anna la serra seulement plus fort, ses petites mains tapotant le dos de Brenda, sa voix étant un doux murmure contre son oreille. « Tu m'as manqué, maman. Tu m'as tellement manqué. » Harold regardait depuis la porte, son cœur se tordant douloureusement dans sa poitrine. À côté de lui, Amy se tenait silencieusement, les larmes brillaient dans ses yeux écarquillés. Elle attrapa la main d'Harold et la serra fermement. Harold s'agenouilla, passant un bras autour des épaules d'Amy, la tirant à ses côtés alors qu'il regardait la mère et la fille sangloter et s'accrocher l'une à l'autre dans la lumière du matin. Pour la première fois depuis très longtemps, Harold sentit quelque chose remuer au plus profond de lui. Quelque chose de fragile, de meurtri, mais vivant. Espoir. Pas l'espoir aveuglant et naïf d'avant. Un espoir plus calme et plus courageux, forgé dans le feu et le chagrin. Il ne serait plus jamais la même famille qu'avant. Trop de choses avaient été cassées. Trop de choses avaient été perdues. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il devenir quelque chose de plus fort, quelque chose de plus honnête, quelque chose construit non pas sur la perfection, mais sur le pardon. Cet après-midi-là, après la fin de la visite de Brenda et après que la maison se soit à nouveau installée dans le bourdonnement tranquille de la vie, Harold se tenait de nouveau près de la fenêtre. Il regarda Anna poursuivre Amy dans la cour, leur rire se recroquevillant dans le vaste ciel bleu. Il appuya son front contre le verre froid et ferma les yeux. Il y avait encore des montagnes à gravir, encore des blessures à guérir, encore des nuits où le passé griffait les confins de la paix. Mais ils avançaient ensemble. Et parfois, pensa Harold, c'était tout ce qu'on pouvait demander. Et parfois, c'était suffisant. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Si vous voyez votre proche être traité injustement par un autre membre de la famille ou en colère, confus ou navré, ce n'est certainement pas agréable. Personne ne veut se retrouver dans cette situation. Alors, aujourd'hui, êtes-vous satisfait de la façon de faire d'Harold? Nous pensons que l'altruisme, la force et la volonté d'Harold d'admettre ses erreurs à sa famille sont vraiment dignes d'éloge. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire. S'il fait sombre, couchez-vous tôt et rangez vos téléphones. Cela vous aidera à mieux dormir. S'il fait clair, passez une bonne journée. Rendez-vous dans le prochain.